Bonjour. Alors bonjour et bienvenue Mousse, Nance et Guillaume. Nance et Mousse, vous composez le duo de la série Nu et culotté. Nance et Guillaume, vous avez coécrit la Bible du grand voyageur. Le principe de base de Nu et culotté, pour ceux qui ne connaîtraient pas, partir sans rien, sans argent et en tenue d'Adam. Et vous comptez ensuite sur la générosité des gens pour réaliser vos rêves de gosse. À chaque épisode, un défi délirant et pour seul bagage, un baluchon à carreaux rouge et blanc et vos 3 caméras. Déjà 2 saisons sur France 5 et beaucoup d'émotions partagées avec les personnes croisées sur la route. Car la rencontre est toujours au cœur de vos voyages. Et ça tombe bien, car c'est le sujet de notre conférence, la rencontre comme moteur du voyage, du périple autour du monde au voyage en bas de chez soi. Alors pour ceux qui ne vous connaîtraient pas bien, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu mieux ? Bonjour, donc je suis Nance, anciennement Nance, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire sur moi? C'est vrai que se présenter en quelques mots. Moi j'ai grandi vers Grenoble, dans la nature, dans les Alpes, et très vite j'ai bien aimé le contact avec les sports de nature, avec l'aventure en général, ce qui m'a amené à Die, pour faire mon lycée dans une école sport nature où j'ai rencontré Guillaume, avec qui on a lié une grande amitié et on a fait le vœu à la fin de notre lycée de partir en voyage après nos études, comme beaucoup de lycéens. Et c'est ce qu'on a fait en fait. Moi j'ai fait une école d'ingénieur pendant 5 ans. Au début je voulais inventer le moteur à eau. Et on m'a fait vite comprendre que c'était pas possible par rapport au deuxième principe de thermodynamique et tout ça. Donc j'ai lâché l'affaire et je me suis réorienté pour apprendre à construire des maisons écologiques. Et après quelques années, donc à réfléchir sur la problématique d'une vie sédentaire et écologique, j'ai eu envie d'explorer à quoi pourrait ressembler une vie nomade et écologique, où on dépenserait le moins possible de ressources tout en valorisant le côté humain et des rencontres. Donc c'est ce qu'on a fait avec Guillaume. On est parti de 2008 à 2010 depuis la France pour aller en Amérique, en voilier stop, et aller expérimenter toutes les techniques qui existent pour voyager mieux avec moins. Le voilier stop, dormir chez l'habitant, se nourrir autrement, et etc., etc. Et on est revenu en cargo. On est revenu avec des yeux d'enfant émerveillés, avec une telle soif de partager tout ça qu'on a écrit un livre qui s'appelle La Bible du grand voyageur. Et la suite de l'aventure, je la laisserai raconter par Mousse et Guillaume. Voilà, merci. Alors, donc moi je viens de la région Rhône-Alpes aussi, on s'est rencontrés au lycée avec Nance. Donc à la suite, il voulait un petit peu raconter. J'ai étudié moi dans le tourisme, un master dans le tourisme durable et tourisme d'aventure. Et donc après ça, on a voyagé, on a écrit ce livre. Et puis ma soif d'aventure, je la continue aujourd'hui en étant accompagnateur montagne et j'emmène les gens en randonnée et en voyage. Et de mon côté, moi, même chose, j'ai grandi dans un environnement aussi assez naturel, ce qui je crois que ça a beaucoup aidé à développer une certaine sensibilité autour de la protection de l'environnement, autour des relations aux autres, quand on n'a pas beaucoup de voisins, autant qu'on s'entend mieux avec eux. Et après ces études où on parlait beaucoup de béton, et puis aussi un peu de béton, j'avais besoin de diversifier puis de voir autre chose, et les problématiques de développement durable, c'était le mot qui était vraiment à la mode à l'époque, m'intéressait énormément. Donc du coup je suis parti pendant un peu moins d'1 an pour le voyage Eco-America. Je suis parti avec ma copine. L'idée était d'aller rencontrer les acteurs du développement durable, donc des gens qui travaillent autour de différentes thématiques. Ça allait de la gestion des déchets à la production d'eau potable en passant par la sensibilisation à l'environnement dans les écoles, sans oublier les transports, la mobilité douce, l'économie du CO2, etc. Et de faire ça donc en stop et en hébergement chez l'habitant. Et au terme de ce voyage, ma sensibilité environnementale s'était déplacée vers les gens que nous sommes, parce que c'est bien beau de mettre des éoliennes partout, mais si on plante de quoi consommer cette énergie dans nos maisons avec des cadres photos qui ont des photos qui défilent bien gentiment et qui consomment X watts, on peut mettre des éoliennes partout, ça ne changera pas grand-chose. Une question, où est-ce que vous avez fait les plus belles rencontres? Parce que vous avez tous les 3 pas mal voyagé. Est-ce que c'était dans des pays plutôt lointains ou plutôt proches de chez vous, même en France?
moi je parle pour mon expérience, après c'est pas forcément celle de Nancy Moutz, mais j'ai pas l'impression que ça dépend du pays. Voilà. Et du lieu non plus, je dirais plutôt que c'est à quel point les gens sont ouverts à cette rencontre, et qu'est-ce qui va faire qu'il y a une ouverture, c'est qu'il y a un échange potentiel sur quelque chose. Mais donc ça peut dépendre du niveau de vie, ça peut dépendre de plein de choses, mais j'ai pas l'impression que c'est du lieu. Ouais, donc c'est ça. C'est vrai que souvent on me pose cette question, vous avez beaucoup voyagé en France avec Nuit et Culotté, quelle région la plus accueillante? Moi j'ai tendance à répondre dans quel état d'esprit on peut faire les plus belles rencontres. Et cet état d'esprit, c'est souvent beaucoup de disponibilité. Quand je suis dans mes problèmes de ah oui, il faut que je fasse ça, attends, j'ai la machine à laver, j'ai oublié de mettre quand je suis parti. Donc je suis pas disponible pour les rencontres et forcément ça va pas très loin. Par contre, quand on est dans cette énergie de vagabondage où on est entièrement disponible, on sait pas ce qui va se passer dans 5 minutes et on en a rien à faire, tout ce qui nous passe sous la main, on discute, on parle et voilà. Et souvent là, que ce soit avec un breton, un drômois ou je sais pas quoi, ça fait très belle rencontre. Je vois un moment où il y a de belles rencontres, encore une fois, c'est pas géographique, c'est quand il y a cette sensation que tout est perdu. Que t'es trempé jusqu'au sous-vêtement, que le duvet, ça ne vaut pas la peine de le sortir, il faudrait l'essorer. Ou alors après une longue attente, ou quand on cherche l'hébergement le soir et que on a. En tout cas, moi, c'est mon moment de chute d'énergie, c'est au crépuscule que tu vas falloir chercher l'hébergement. C'est reparti, tous les soirs, on commence. Et il y a une espèce de chute, et c'est à ce moment-là où au final il n'y a comme plus rien à perdre. Je me rappelle quand on est parti en Belgique pour essayer de manger un chocolat avec le roi belge, on n'a pas réussi à rencontrer le roi, mais néanmoins, et ça c'est pas dans le documentaire, cause d'autorisation de droit à l'image, que la personne qu'on a pu rencontrer n'a pas voulu signer, et cette personne c'est le prince. On a rencontré le fils cadet de la famille royale. Et c'était un moment où, même chose, c'était sous la pluie, on avait galéré pour arriver jusqu'à sa maison, pour avoir l'adresse, pour se dire allez on y va, on ose, c'est parti, ça faisait 15 jours qu'on attendait. En arrivant dans la rue, c'est un quartier résidentiel assez huppé de la banlieue de Bruxelles, et là il y a une dame qui se promène avec son chien, et puis nous on ne se sentait pas tout à fait légitime d'être là, et du coup le chien l'a très bien senti, hop là il s'est mis sur le baluchon, il nous a déniabé le baluchon, et de passer par tout ça, c'est ok, vous avez beau être un prince, je ne sais pas si on dit votre Altesse, monsieur, messire, j'en sais rien, mais là en tout cas aujourd'hui je suis juste un humain qui vient rencontrer un humain et j'ai plus rien à perdre. J'ai plus à avoir peur de oui pardon excusez-moi j'ai pas dit de la bonne façon ou j'ai peur de déranger. Non voilà, je viens avec ma légitimité d'être là, j'ai envie, après c'est votre responsabilité de me dire oui ou non, moi j'ai ma responsabilité d'aller au bout de mon rêve, et c'est à ce moment là que du coup j'ai eu l'impression de rencontrer un homme derrière l'étiquette je suis un prince, et puis il y a tellement de gens qui me sollicitent que je te regarde même plus. Ouais, dans ces moments-là, quand on a traversé des difficultés qui nous ont lavé de toutes nos attentes, de toutes nos peurs, là, ça devient vraiment quelque chose de sincère. Vous parlez de difficultés, tu voulais rebondir? Ouais, je vais juste rebondir, mais c'est rapide, mais ce que me faisait penser, c'est ce que disait Moutz m'a fait penser à ça. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup un truc lié à la peur dans la rencontre. Et finalement, peut-être que moins j'ai à perdre, plus je suis... Moi j'ai peur, et donc plus je suis ouvert à la rencontre. Pour rebondir à ce qu'on disait sur le début, c'est pas lié au lieu, mais à ce que vit chaque personne. Vous parliez pas mal de difficultés, mais est-ce que c'était plutôt des difficultés géographiques ou des conditions de voyage? Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire des mauvaises rencontres? Et dans ces cas-là, comment on s'en dépatouille? C'est quoi une mauvaise rencontre? À toi la réponse. Une rencontre où on s'ennuie, une rencontre où on a peur, une rencontre où on n'est pas dedans, je sais pas. Moi je sais qu'on a rencontré beaucoup de gens qui n'étaient pas forcément disponibles pour nous accueillir parce qu'ils étaient avec leur famille ou quoi que ce soit, et du coup ça donnait parfois des tensions. On a rencontré des gens qui avaient peur, donc ça pouvait aussi amener des tensions. Mais des mauvaises rencontres, c'est assez difficile à catégoriser bonne rencontre ou mauvaise rencontre, parce que finalement on se rend compte à chaque fois qu'il y a une cause qui amène l'état d'esprit dans lequel on est. Par exemple, dans une région de la France dans laquelle on a voyagé, on est tombé sur un homme qui a sorti un couteau
Et ça pourrait ressembler à une mauvaise rencontre en fait. Mais quand on a regardé d'un peu plus près, avec le recul, hein, parce que sur le moment, avec le couteau sous la gorge, on pensait à autre chose, mais avec le recul, on se disait, mais ouais, on a aussi notre responsabilité là-dedans. C'est vrai que bon, on aurait pu exprimer ça d'une autre façon. C'est vrai que le mec venait de boire une bouteille de vin, on aurait pu peut-être anticiper, etc. Et au final, cette rencontre, ça a été un des plus grands enseignements de tout ce qu'on a pu vivre dans Nuit et Culottée. Du coup, voilà, mauvaise rencontre ou pas, c'est assez difficile à dire.